Bien les amis, poursuivons dans notre étude de fonction. Nous allons donc ici déterminer les points d'intersection avec les axes du repère et ensuite tracer. Donc, je fais un petit rappel de notions importantes qui vont nous aider dans le reste de cette vidéo. Le tableau de variation de la fonction, c'est ceci. Alors, on a vu que la fonction a pour asymptote en moins l'infini, à droite y égale à 3x et en plus l'infini, elle admet, notre groupe admet donc une branche parabolique de direction OJ. Je veux donc maintenant à la suite déterminer les points d'intersection avec les axes du repère. Pour cela, je dois donc calculer g de 0. Je rappelle que g de x c'est 3x moins exponentielle de x. Ceci dit, g de 0 va donc faire 0 moins expo 0, c'est-à-dire 0 moins 1 qui va donner moins 1. Si g de 0 c'est moins 1, ça veut dire que le point de coordonnées 0 moins 1 est intersection avec l'axe OJ. Avec OJ. Maintenant, il me faut trouver les points d'intersection avec l'axe OI. Je résous donc g de x égale à 0. Pour g de x égale à 0 me conduit à 3x moins exponentielle de x égale à 0. Je m'arrête là, je ne peux plus trouver la valeur de x parce que je ne peux pas résoudre une équation où il y a exponentielle et x. C'est impossible. Pour ce faire donc, pour pouvoir déterminer donc les valeurs de x, il faut se référer à une propriété bien connue, le théorème des valeurs intermédiaires. Est-ce que par le théorème des valeurs intermédiaires c'est possible? Il faut que je revienne donc regarder au niveau de mon tableau de variation. Alors, pour le savoir, je veux savoir au niveau du tableau de variation s'il y a les antécédents de 0. C'est-à-dire, est-ce que l'équation g de x égale à 0 a des solutions? Pour le savoir, je reviens regarder le comportement de là à là et de là. Ici, c'est négatif. 3 ln de 3 moins 3, c'est 0,29. Et 0,29 est une valeur positive. Donc, si ma courbe quitte d'un nombre négatif et elle monte vers un nombre positif, nécessairement, elle va traverser 0. Donc, il y a un 0 ici qu'on traverse. Pourquoi? Ce qui me conforte à ça, c'est parce que ma fonction sur cet intervalle est continue. Vous voyez qu'on n'a pas levé la main, on fait un trait direct. Elle est continue et elle est strictement monotone. Ça veut dire qu'elle ne fait pas ça. Et donc, le cours vous dit, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que si vous avez une fonction qui est continue et strictement monotone sur un intervalle, et qui est de sorte que les bornes sont de signe contraire, alors nécessairement, votre fonction va passer par 0 et que ici, il y a donc un antécédent de 0 qu'on appelle alpha 1. On va donc écrire tout cela là-bas. De la même manière, quand je regarde le comportement de ma fonction à ce niveau, ça c'est négatif, là c'est positif, et je descends de façon continue et strictement monotone d'un nombre positif vers un nombre négatif, alors nécessairement je traverse 0. Donc il y a 0 quelque part là, qui a également une solution. Je vais donc justifier qu'il existe deux solutions. Je vais donc justifier l'existence de l'unicité de alpha 1 et de alpha 2 en disant sur l'intervalle moins l'infini ln de 3, g est continue et strictement croissante, En plus, la limite de g de x quand il tend vers moins l'infini fois g de ln de 3 est négatif. Donc,
Il existe donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va donc exister un unique alpha appartenant à moins l'infini Ln de 3 ouvert tel que G de alpha 1 est égal à 0. Je vais appeler ça alpha 1. De manière analogue, il existe un unique alpha 2 appartenant à Ln de 3 plus l'infini tel que G de alpha 2 est égal à 0. Maintenant que c'est fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de trouver de justifier l'existence et l'unicité de alpha 1 alpha 2. On ne doit pas s'arrêter là. Il est question pour nous ici d'avoir les points d'intersection avec les axes repères, donc concrètement les coordonnées. Et donc, nécessairement, il nous faut trouver les valeurs approchées de alpha 1 et de alpha 2. Alors, pour trouver la valeur approchée de alpha 1, il me faut donc procéder par dichotomie. Donc, je sais, première chose, que Ln de 3, c'est de formule, c'est 1,09. Voilà. Ça veut dire que concrètement, c'est supérieur à 1, donc 1 est quelque part là. Alors, pour le faire, donc, pour calculer, on va procéder par dichotomie. Allons-y doucement. Je calcule donc G de 1. G de 1 me donne quoi quand je fais G de 1? G de 1 me donne 3 moins E, qui est positif. G de 0, c'est moins 1, qui est négatif. Comme les deux sont de signe contraire, ça veut dire que alpha 1 se trouve entre... Voilà. Alpha, sachez que alpha 1 va toujours se trouver entre deux nombres dont les images sont de signe contraire. 0 et 1 sont de signe contraire. Quand c'est le cas, comme alpha 1 se trouve entre 0 et 1, vous divisez la part en deux. Prenez la moitié entre 0 et 1, c'est 0,5. Vous calculez G de 0,5. Ça donne combien? G de 0,5 nous donne moins 0,14. Alors, G de 1 est négatif. G de 1 est positif. G de 0 est négatif. Donc, ça c'est négatif. Et G de 1 est positif. Ça veut dire que alpha 1 se trouve entre 0,5 et 1. On progresse, on prend le milieu, je calcule G de 0,7. Alors, G de 0,7, quand j'ai calculé, ça me donne 0,18, qui est positif. 0,5 est négatif, 0,7 est positif. Ça veut dire que 0,5 est compris entre alpha 1 et 0,7. Alpha 1 est compris entre 0,5 et 0,7. On continue. On prend la part à 2, on divise. La moitié, c'est 0,6. On calcule G de 0,6. G de 0,6, quand je calcule, ça me donne moins 0,02. G de 0,5 est négatif, G de 0,6 est négatif. Cela veut dire que alpha 1 est donc compris entre 0,6 et 0,7. Alors, pour rappel, lorsque vous faites la dichotomie, il est question pour vous d'encadrer alpha 1 par deux nombres consécutifs, deux entiers consécutifs au départ. Ensuite, vous cherchez à l'encadrer par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 1, ayant un chiffre après la virgule, en faisant ça. Et c'est ce qu'on fait là. Donc, dans notre cas ici, on va s'arrêter à chaque fois à deux nombres consécutifs d'ordre 1. Je reviens ici. Bien, maintenant, déterminons l'encadrement de alpha 2. Nous savons que alpha 2, il est ici, donc il est supérieur à 1. On va donc calculer G de 2, parce que comme vous le savez, il faut toujours chercher à encadrer d'abord par deux entiers consécutifs. Je calcule G de 2, c'est un calcul que j'ai eu à faire en amont, c'est-à-dire que G de 2 me donne un nombre négatif, ça donne 1,38, il me semble, moins 1,38, donc ça fait moins 1,38 qui est négatif.
Alors le G de 1 était positif, ça veut dire que 1 est plus petit que alpha 2 plus petit que 2. Alors je prends le milieu, je calcule G de 1,5 qui me donne 0,018 qui est positif, ça veut dire que 1,5 est plus petit que alpha 2 plus petit que 2. Je prends le milieu 1,7. G de 1,7 me donne moins 0,37 qui est négatif. Alors ça veut dire que 1,5 plus petit que alpha 2 plus petit que 1,7. Je prends encore le milieu qui est 1,6. Alors je calcule G de 1,6, ça me donne moins 0,15. On a G de 1,5 qui est positif. Ça veut dire que 1,5 est plus petit que alpha 2 plus petit que 1,6. Voilà donc les encadrements par deux nombres décimaux d'ordre 1. Je prends donc comme valeur approchée le point. Pour le premier cas, je prends 0,50. Et pour le deuxième cas, je prends 0,6 autant pour moi, voici l'encadrement. Et pour le deuxième cas, je prends 1,50. Voilà les deux points d'intersection avec l'axe OX. Maintenant c'est fait, il ne reste plus qu'à interpréter graphiquement le tableau de variation. Je reviens ici dans mon tableau de variation. Il est là. Bon, avant de faire l'interprétation, on va revenir sur le tracé. Comment faire pour pouvoir tracer et réussir son tracé de la plus belle des manières. Quand vous voulez tracer une fonction, vous devez aller de façon crescendo, étape après étape. Première chose que vous faites, vous devez vous poser, est-ce que nous avons les asymptotes? Ici, quand je regarde, alors oui, ici on a une asymptote. On a vu qu'on a une asymptote oblique qui est la droite y égale à 3x. Et il faut tracer l'asymptote oblique. On vient donc là. On place l'asymptote oblique y égale à 3x. C'est une droite, donc on fait un petit tableau de deux valeurs. Comme ça. J'ai ici donc x, y. Mais pour x égale à 0, y égale à 0, pour x égale à 1, y égale à 3. Voilà, donc je vais placer les points de coordonnées 0, 0 et 1, 3 pour pouvoir placer. X égale à 0, donc il y a le point de coordonnées 0, 0 là. X égale à 1, y égale à 3. Voilà le point de coordonnées 1, 3. Et je trace donc ces deux points. Alors, voilà donc ma droite que je vais appeler ma droite, c'était quoi? L'asymptote qui est la droite D. Voilà la seule asymptote que nous avons. Maintenant, est-ce que nous avons les tangentes horizontales? Ça, c'est la deuxième question qu'on se pose. Une fois qu'on a tracé toutes les asymptotes, on regarde si on a les tangentes horizontales. Pour le savoir, il faut venir sur le tableau de variation. Nous savons que dans ce tableau de variation, où est-ce qu'on sait qu'on a une tangente horizontale? Eh bien, c'est au point où la dérivée s'annule. On a un point où la dérivée s'annule qui est ln de 3. Donc le point de coordonnées ln de 3, 3 ln de 3 moins 3. En ce point, nous avons une tangente horizontale. On va donc chercher ce point sur la courbe et représenter la tangente horizontale. ln de 3, c'est 0, c'est 1,09 et 3 ln de 3, c'est 0,29. Donc ln de 3, c'est 1,09. Alors voilà, 1,5, 1,1 est là, 1,09 est ici. Et maintenant, 3 ln de 3, moins 3, c'est 0,29. Il est quelque part ici. Donc c'est en ce point-ci qu'on a une tangente horizontale. Pour matérialiser la tangente horizontale, vous faites ça, comme ça. Voilà comment on fait pour matérialiser une tangente horizontale. Aussi simple. Maintenant, il faut placer, quand vous avez placé toutes les tangentes horizontales, troisième chose, vous placez les points d'intersection avec les axes de repère. Premier point d'intersection, c'est le point de coordonnées 0, moins 1.
On vient placer le point de coordonnées 0, moins 1, abscisse 0, ordonnée moins 1. Deuxième, on place les points d'intersection avec l'axe des abscisses, qui sont les deux points 0,6, 0 et 1,5, 0. Alors, 0,6, 0. Voilà 0,5, 0,6 est là. 1,5, 0. Donc il est là. Voilà les trois points. Maintenant, quand vous avez placé ça, on vient maintenant faire l'interprétation graphique du tableau de variation. C'est la quatrième chose. Donc, asymptote, tangente horizontale, point d'intersection et les axes de repère, interprétation graphique du tableau. Ici, qu'est-ce qu'on a graphiquement? Une asymptote horizontale. C'est ce qu'on a vu dans les branches infinies. C'est ce qu'on a vu dans les branches infinies. On a une asymptote horizontale ici. Ici, là, c'est juste des points pour les points d'intersection et les axes. Ici, on a vu qu'on a une tangente horizontale. Au point où la dérivée s'annule. Et ici, on a vu qu'on a une branche parabolique de direction OJ, graphiquement. Donc, quand je parle d'interprétation du tableau de variation graphique, on voit qu'à ce niveau, la courbe va quitter l'asymptote oblique en moins l'infini et elle va croître vers la tangente horizontale en Ln de 3. Ensuite, elle va quitter la tangente horizontale à Ln de 3 et elle va décroître vers suivant la branche parabolique. Voilà ce que ça veut dire. Donc je viens ici sur ma courbe, j'ai mon asymptote, ma tangente horizontale. La courbe va quitter mon asymptote et croître vers la tangente horizontale, ensuite quitter la tangente horizontale, décroître en suivant la branche parabolique de direction OJ. Voilà la courbe de G. Voilà donc, chers amis, voilà comment est-ce qu'on fait pour faire le tracé d'une courbe sans se salir. Quand vous suivez ces 4 étapes, je vous dis à 99%, vous allez toujours et toujours bien tracer votre fonction. Merci pour votre attention. Merci également pour l'ensemble de vos dispositions. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chapitre. Bye bye.